On peut peut-être remettre la diapo du début. Oui, alors, hop, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Ça se connecte doucement. Bienvenue dans ce webinaire. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Et je crois que les micros sont coupés, hein, Claire, dès le début, pour Oui, éviter les les interférences. Super. ouais, micro et visuel. Bienvenue à tout le monde. Alors, on en parlait à l'instant, mais j'ai oublié le chiffre. On était combien d'inscrits là pour ce webinaire? 320? 320. Voilà, on a une petite centaine qui se connectent. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Bienvenue. On attend encore quelques secondes et on va se lancer parce qu'aujourd'hui, on a un format sur 1 heure avec l'optique de peut-être déborder un petit peu d'un quart d'heure pour ceux qui seront disponibles pour rester pour un format questions-réponses un peu plus long. Allez, on va se lancer. Il est 13h02. Bienvenue dans ce webinaire donc, qu'on appelle webinaire municipal puisqu'il a été engagé dans cette dynamique des municipales. Mais c'est un webinaire qui pourrait être revisionné lors des mois prochains, qui pourrait vraiment servir de ressource, de boîte à outils pour des personnes qui veulent s'inspirer. Donc aujourd'hui, on co-organise et co-anime ce webinaire avec la coopérative Oasis, Habitat Participatif France et Amo Léger, dont je suis représentante. Donc on a Nora Guelton et Claire Sergnaud qui sont avec moi pour animer ce webinaire. Il est enregistré. Si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez couper votre vidéo, mais j'ai l'impression que tout le monde n'apparaît pas dans les vidéos. Non. Ok, donc c'est déjà fait. Comme ça, vous êtes tranquille. Par contre, on a avec nous 3 intervenants qu'on peut voir en vidéo ici. Donc, merci pour votre présence. Donc, on a Pierre-Charles Maré, Samantha Klingelschmidt et Thomas Lefranc. Donc, on va pouvoir se lancer. Donc, comme je le disais, ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre des municipales, mais il restera à disposition. Il y aura un replay qui sera voilà, accessible pour vous permettre d'avancer voilà, localement si vous avez envie de faire bouger les lignes. Et en termes de déroulé, donc on va commencer par des idées reçues qui sont souvent entendues sur la thématique du logement. Et on vous invitera même à nous partager quelques idées reçues qui vous semblent aussi voilà, présentes sur cette thématique. On aura le témoignage donc, de nos 3 intervenants. Ensuite, on vous parlera de différentes actions concrètes qu'on peut mener localement pour avancer sur cette thématique de l'habiter autrement, des nouvelles formes d'habiter. Et puis, on fera sur la fin un temps de questions-réponses. Voilà, on peut peut-être avancer sur les diapos. Merci Claire. Donc on va commencer par présenter nos structures voilà, qui portent ce projet de webinaire. Claire, je t'invite à prendre la parole. Oui, merci. Alors, je galère un tout petit peu sur le déroulé des diapos, mais je vais me roder. Donc, oui, donc moi, c'est Claire Serniaud, donc je travaille pour Habitat Participatif France. Donc, l'Habitat Participatif, peut-être en quelques mots, c'est un collectif d'habitants qui se regroupe pour monter ensemble son habitat autour de logements individuels et d'espaces communs qui sont gérés collectivement. Et donc, Habitat Participatif France, c'est un mouvement citoyen qui est engagé depuis une dizaine d'années pour le développement, la promotion et l'émergence de l'habitat participatif en France. Les missions principales de l'association, c'est porter un plaidoyer au niveau national, sensibiliser sur l'habitat participatif un peu partout sur le territoire, encourager l'émergence de projets et animer un mouvement citoyen.
Et quelques chiffres. Aujourd'hui, c'est 55 structures membres un peu partout sur le territoire, 3 programmes d'action thématiques et environ 1300 projets sur la cartographie partagée avec la coopérative Oasis, en travaux, donc en réflexion ou aboutis. Voilà, pour Habitat Participatif France. Voilà, effectivement, on a une carte en commun sur laquelle on recense à la fois des oasis et des habitats participatifs. Donc nous, on est la coopérative Oasis, on a été créé en 2018. On soutient et accompagne les personnes qui souhaitent vivre dans des écolieux, donc des lieux écologiques et collectifs. Nous, on appelle ces lieux des oasis et on les définit selon 5 invariants. Le partage et la mutualisation au sein d'un habitat donc en commun, une gouvernance respectueuse des individus, l'ouverture sur le monde, la sobriété notamment en matière de consommation et la souveraineté alimentaire. Donc on accompagne financièrement une partie de ces lieux grâce à de l'épargne citoyenne. Jusqu'à présent, on a financé 70 oasis, ça, c'est le dernier chiffre en date, celui-ci n'était pas encore tout à fait à jour, donc 70 oasis. Et on rassemble 750 donc, sociétaires qui sont des personnes qui ont choisi de placer leur épargne chez nous pour financer ces projets. On accompagne également les oasis sur dimension juridique, humaine notamment, et voilà. Et on est très content de participer aujourd'hui à cette présentation. Et je passe la Merci parole à Nora. Angéline. Ouais, je finis le tour. Donc, je représente Amo Léger. Donc, on est une asso d'intérêt général. On a été lancé en 2017 et notre équipe a repris le tour en 2019. Aujourd'hui, on agit sur le territoire français avec beaucoup de projets du côté de la Bretagne, puisque nos bureaux sont situés là-bas, mais aussi dans le sud-est, mais avec l'objectif d'avoir des projets qui se diffusent un peu sur tout le territoire français. L'objectif, nous, c'est vraiment d'accompagner la création d'éco-hameaux qui soient abordables, qui soient solidaires, qui soient participatifs et écologiques. L'entrée qu'on a, c'est qu'on travaille en direct avec les collectivités territoriales. Donc, on travaille avec des communes qui sont volontaires pour lancer des projets. Voilà, c'est des fonciers qui sont publics, donc soit propriété d'une commune, soit propriété d'un office foncier solidaire. On pourra en reparler si vous souhaitez. Voilà, où un groupe d'habitants va se positionner. Donc, on est sur une dynamique aussi d'habitat participatif et va porter le projet en lien avec la commune qui est accueillante. Aujourd'hui, donc, 30 projets sont accompagnés. On a 9 projets qui sont installés ou partiellement. On est 16 salariés au sein de l'association et on a plus de 1000 adhérents, donc c'est un chiffre qui bouge récemment, mais voilà, on a pas mal de personnes qui nous suivent, comme Habitat Participatif France et la coopérative Oasis, pour faire avancer ces nouveaux modes d'habiter localement. On va passer à la diapo qui suit. Oui, alors désolé, c'est pas fluide là sur le passage de diapo. Hop, voilà, c'est bon. Ça marche. Alors, on voulait rappeler le contexte en fait qui est associé à ce lancement de webinaire. Donc, avec HPF et la coopérative Oasis, on travaille voilà, depuis longtemps. On est vraiment en lien pour avancer, pour faire du plaidoyer ensemble, pour voilà, avancer sur des projets ensemble, pour communiquer ensemble sur tous les projets qu'on souhaite mener et pour sensibiliser localement. Et donc, dans cette démarche, on s'est positionné auprès du collectif de la transition citoyenne, qui est un réseau qui est engagé dans la transition écologique, sociale et démocratique, et qui soutient en fait les citoyens qui veulent être acteurs de leur territoire. Donc, ils ont lancé un projet qui s'appelle le projet Mérimi, qui est une plateforme qui est soutenue par donc plus de 80 organisations partenaires, dont nous. Et l'objectif de cette plateforme, c'est de dire, voilà, de partager ce qui nous tient à cœur sur notre commune en fonction de différentes thématiques, d'essayer de faire émerger des priorités locales ou de créer, si on le souhaite, en tant que citoyen, un collectif pour interpeller les candidats et mobiliser les habitants sur certaines thématiques. Donc, dans le cadre de cette campagne Mérimi, nous, on a produit une fiche technique qui revient en fait sur les nouvelles formes d'habitat et qui est vraiment une boîte à outils dont on peut se servir pour, en tant que citoyen ou en tant que prochaine équipe municipale, faire bouger les lignes
sur cette thématique des nouvelles formes d'habitat. Donc, ils nous ont proposé une trame, donc c'est vraiment chouette d'avoir lancé ce partenariat avec eux. Donc là, c'est pour ça qu'on s'appuie aussi dans le contenu de ce webinaire sur cette trame, avec l'idée voilà, de partir sur un constat, d'idées reçues, d'avoir vraiment quelque chose de structuré en tant qu'action concrète à mener, et puis aussi des exemples de ressources et de projets qui sont déjà menés. Donc cette fiche, on pourra vous la partager à la suite du webinaire. On fera un email qui rassemblera différentes ressources que vous aurez à disposition. Mais voilà, l'idée de ce webinaire, c'était de s'appuyer sur cette fiche qui a été produite il y a quelques mois pour ensuite l'animer un petit peu à l'oral et pas en faire qu'un document écrit, voilà, pour répondre aux questions par rapport aussi à ce contenu qu'on vous propose. Voilà un peu pour les éléments de contexte. Et donc, on va commencer par des idées reçues sur le logement. Donc, on a réfléchi un peu à ce qu'on entendait par rapport au logement, qui sont des idées reçues qui sont intéressantes à repenser, surtout quand, comme nous, on est engagé sur des alternatives pour l'offre de logement. Donc, une idée reçue qui ressort souvent, c'est que le modèle de la maison individuelle, c'est le modèle premier pour bien se loger en France. On a aussi une autre idée reçue qui est celle de la propriété comme seul mode d'installation sécurisant aujourd'hui. On sait qu'il y a d'autres possibilités pour s'installer de manière sécurisée, on vous en parlera. Ensuite, on a une autre idée reçue qui est que la participation citoyenne dans l'habitat, c'est long et compliqué. Bon, on a des exemples de projets pour lesquels c'est moins long, c'est moins compliqué. Et on a aussi de l'accompagnement dédié par nos structures et d'autres structures qui sont actives sur le territoire français. Qui permettent aussi d'avancer plus facilement sur ce type de projet. Idée reçue numéro 5, que se loger coûte trop cher. Il y a des alternatives aujourd'hui. On peut envisager de s'installer à moindre coût, notamment en louant le terrain, en n'étant pas propriétaire d'un terrain. Enfin, on pourra mentionner ces alternatives. Et puis, elles sont mentionnées aussi sur la fiche technique. Et puis, notre idée reçue, parce que Amo Léger est impliqué dans cette organisation, donc, on a aussi la thématique de l'habitat léger, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais chez Amo Léger, voilà, c'est la spécificité un peu des projets, c'est qu'ils soient en habitat léger, et on entend souvent que c'est un habitat temporaire ou précaire, ce qui n'est pas vraiment le cas pour la plupart des habitats légers. Voilà, donc on avait envie de vous inviter à nous partager des idées reçues que vous entendez, peut-être certaines aussi que vous pensez réelle et qui serait intéressante de partager à tous. Et on vous laisse écrire sur le chat si vous le souhaitez, ou dans la partie questions-réponses, hein, Claire, je pense, c'est plutôt Oui, c'est ça. ce format-là. Ouais. Exactement. En fait, dans la partie donc questions-réponses en bas à droite, vous pouvez déposer des questions et notamment aussi pendant tout le long du webinaire. Moi, l'idée, c'est que je les compile et que je puisse ensuite les retransmettre aux intervenants et intervenantes en fin de webinaire. Voilà. Exactement, merci pour la clarif. On va passer à la diapo suivante. Et on part sur la partie témoignage. On va prendre 30 minutes pour ce temps de témoignage et je vais laisser la parole à Nora qui va animer cette session de questions-réponses à des intervenants qui nous ont rejoints. Merci pour votre présence. Tout à fait, merci. Donc, les élections municipales qui approchent là maintenant à très grands pas sont vraiment des élections à fort enjeu. Vous aurez pu le constater dans vos territoires. Et nous, ce qu'on a souhaité faire aujourd'hui, c'est donner la parole à des habitantes et des habitants, des citoyens et des citoyennes engagés, pour qu'ils nous racontent comment ça se passe pour eux cette échéance et comment est-ce qu'on peut mettre justement le thème de l'habiter autrement au cœur des problématiques qui vont être à l'agenda dans les prochains mois. Du coup, on va commencer tout de suite par une interview de Pierre-Charles Marais, qui est en direct de Fort-Calquier dans les Alpes de Haute-Provence. Pierre-Charles, tu es habitant de l'habitat participatif le 53.
Et tu es également engagé aujourd'hui sur une liste citoyenne. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as fait ce choix, déjà nous expliquer quel est ton engagement citoyen et pourquoi tu as fait ce choix d'aller sur ces élections municipales? Bonjour. Mais oui, en effet, c'est pas pour moi, ça n'a pas du tout été une démarche évidente de me retrouver sur une liste, même un peu contre-intuitive. J'ai eu pas mal de, j'ai pas d'hésitation. Je pense que je fais partie de ces personnes qui se voient pas en tant que candidat. Mais voilà, je suis engagé comme beaucoup de personnes dans plein d'associations. Je suis intéressé par les sujets d'intérêt collectif, d'intérêt général. Et il se trouve qu'à Fort-Calquier, où j'habite, il y a 6 ans, il y a eu une liste citoyenne qui a perdu les élections, mais qui est restée mobilisée, qui a participé au conseil municipal et qui donc s'est formée, s'est maintenue active avec un espace, on va dire, de débat démocratique et puis des publications, un travail de terrain. Et il y a un petit peu plus d'un an, ils ont commencé à organiser des groupes de travail thématiques dans l'optique de construire, de co-construire le plus largement possible avec les habitants un programme municipal qui réponde vraiment aux enjeux du territoire. Donc il y a eu cette logique de co-construction, de travail de diagnostic très ouvert avec près de 200 personnes qui ont participé à ces différents groupes de travail. Donc un travail de diagnostic et de programmation. Et en fait, donc moi je suis architecte de profession et du coup je me suis naturellement intéressé sur les questions de logement, d'urbanisme, d'habitat. Et en fait, ce parcours, ces discussions ont été très intéressantes pour moi. Ça a vraiment été un enjeu de formation, en fait, de me projeter dans, voilà, on identifie ensemble des problématiques et puis on réfléchit, on doit ensemble réfléchir à des propositions, à des actions qu'on pourrait mettre en œuvre. Et puis évidemment, on a identifié plein de problématiques sur lesquelles, en fait, on ne savait pas trop quelles pouvaient être les actions. Donc collectivement, on a essayé de se former et quelque part, en fait, on s'est pris au jeu, on s'est retrouvé embarqué. Et il y a eu un moment où dans ce processus, eh bien, on va dire les organisateurs ont invité les groupes de travail à identifier des personnes qui pourraient être, comment dire, portées au sein de la liste candidate les problématiques et les propositions qui ont émergé de ce travail d'intelligence collective. Et puis je me suis retrouvé, voilà, à la fois propulsé par les collègues de ce groupe de travail et puis aussi vraiment happé par cet intérêt en fait à avoir envie de porter ces actions. Voilà, donc j'ai rejoint cette liste citoyenne qui est en pleine campagne, avec du coup aussi un processus voilà, de formation collective qui est particulièrement riche à travers voilà, des choses dans lesquelles je n'imaginais pas il y a quelques mois encore, comme ces réunions publiques, du porte-à-porte, des enjeux voilà, de campagne électorale qui m'étaient assez étranger et vraiment j'arrive à y trouver une place parce que je suis au sein d'une équipe qui porte des valeurs et puis une logique de soutien dans lesquelles je me reconnais et voilà, ça donne envie de se mobiliser pour l'intérêt collectif. Donc vous êtes une liste citoyenne, en quoi c'est différent d'une liste classique? Alors, bonne question. J'aurais pas trop de références théoriques parce qu'en fait, on se distingue surtout des autres équipes. Et peut-être c'est dommage en fait. Je sais pas si on se pense en tant que tel comme les citoyennes. On se pense surtout en fait en fonction des alternatives à ce qu'on observe, c'est-à-dire un pouvoir très pyramidal avec un maire qui décide tout pour tout le monde et puis des équipes d'élus qui se mobilisent peu sur les sujets. Alors là, clairement, nous, on est sur une équipe où tous les membres de la liste sont vraiment très engagés sur des sujets, engagés en termes d'intérêt, de motivation, mais aussi de compétences, de propositions. J'observe aussi que dans cette dynamique collective, il y a du coup une organisation de la prise de décision et du coup de cette intelligence collective qui se fait de manière plus horizontale. Donc je pense que c'est quelque chose qui est quand même relativement commun aux listes citoyennes. Et puis il y a aussi une relation à la politique qu'on construit sur la base de l'intérêt général plutôt que sur la question des étiquettes. Hmm. On a eu beaucoup de débats en interne sur est-ce qu'on est de gauche ou on n'est pas de gauche. Et c'était quelque chose qu'on nous a beaucoup reproché, qu'on nous reproche encore. Mais on porte le fait qu'on n'est pas une liste de gauche, on est une liste citoyenne, parce que notre objectif, c'est de parler à tous les habitants de notre commune. C'est pas de jouer cette question des clivages. Et parfois, ça peut nous mettre en difficulté dans le jeu politique, parce que
parce que bah, justement, on est sur des positionnements qui sont pas ceux du clivage et d'attaquer l'autre, mais de porter d'autres valeurs. Et ce que j'ai découvert dans cette dynamique de porte-à-porte et de discussion avec les citoyens, c'est qu'en fait, j'ai jamais autant parlé de valeurs telles que la démocratie, l'écologie et la solidarité que depuis que on ne dit pas qu'on est de gauche ou de droite. Parce qu'en fait, justement, il y a, je crois, un espèce de rejet assez partagé des partis politiques et de la manière de faire la politique. Et du coup, se construire dans une logique d'ouverture et de dialogue avec toutes et tous, en s'identifiant pas, comment dire, en ne s'identifiant pas à des étiquettes politiques, ça permet vraiment de parler du fond des choses et puis d'avoir des vraies discussions ouvertes à toutes et à tous. Hmm. Et alors, est-ce que tu amènes des choses de ton vécu en habitat participatif dans ton travail au sein de cette liste? Tu as parlé justement de cette dimension plus horizontale. Est-ce que ça fait partie des choses que tu dis que tu amènes en termes de culture? Alors, c'est vrai que je dirais il y a une question de culture, mais il y a aussi une question d'outils. Parce qu'en fait, assez facilement, on peut trouver au sein de nombreuses personnes cette idée ou cette aspiration à vouloir s'émanciper des relations de pouvoir, d'une vision hiérarchique, etc. Euh, donc ça, on peut en partager facilement l'idée, mais pour aller de cette idée à la capacité à avoir des réunions à 31 personnes, parce que c'est ça dont on parle, hein, donc à Fort-Calquier, j'ai vu la question, on est 5000, un peu plus de 5000 habitants. Donc, on est aussi ville principale d'une communauté de communes. Donc, on doit monter une liste de 31 personnes. Et donc, ça implique de prendre de très nombreuses décisions à une trentaine de personnes. Justement, parce qu'on est aussi dans une dynamique où c'est pas le maire ou le maire et trois personnes qui décident de tout. Et du coup, ça, j'ai la chance, enfin, pour le coup, moi, je peux contribuer au sein de ce collectif en apportant des outils sur lesquels nous, on s'est aguerris dans notre habitat groupé à mettre en place des outils qui favorisent l'écoute de toutes et tous. Euh, Par exemple, je peux faire une illustration concrète. Dans notre espace de décision collégiale, on prend les décisions importantes à travers l'outil de la gestion par consentement et on a choisi notre tête de liste avec une élection sans candidat. Donc ça, ce sont clairement des outils qu'il est difficile quelque part de sortir du chapeau ou de mettre en œuvre au sein d'une équipe quand personne n'a une certaine expérience de ces outils d'animation collective. Et là, avec humilité, je pense que moi, j'aurais été en difficulté d'apporter ça si j'avais été tout seul à les connaître dans l'équipe. Et heureusement, il y a quand même pas mal d'autres personnes dans cette liste citoyenne qui sont pas habitants d'habitat participatif, mais qui participent à associations, notamment, soit voilà, dans leur engagement associatif ou alors dans leur travail, et qui ont une certaine culture de ce type d'outils également. Pas forcément dans la pratique, mais en tout cas dans la perception de leur intérêt. Donc je dirais, il y a peut-être sur 30 personnes, je dirais 5 personnes quand même qui ont une certaine adhésion ou connaissance de ce type d'outils qui permet de faire fonctionner un collectif de manière extrêmement efficace. Puisque encore hier midi, on a eu une réunion qui a duré sur le temps du déjeuner 1h30 et puis on avait 15 points à traiter et on a pris des arbitrages sur l'ensemble des points avec y compris des sujets assez politiques et complexes. Donc on a une certaine efficacité qu'on a réussi à mettre en place et du coup il y a un effet d'entraînement auprès des autres personnes de la liste qui connaissaient pas forcément ces outils, qui voient bien que ça fonctionne et que c'est intéressant. Et je trouve qu'on a une puissance particulière au-delà de la capacité à fonctionner, c'est que ces outils de l'intelligence collective, ils sont hyper motivants, hyper entraînants. Et je pense que ça, c'est vraiment une force qu'on a eue dans ces processus un petit peu longs à travers les groupes de travail, ces prises de décision, etc., c'est qu'on crée vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, et du coup, on a des dizaines de personnes qui s'engagent vraiment avec toutes leurs compétences, toute leur motivation au service de l'intérêt général. Et ça, je pense que c'est vraiment une puissance assez importante pour mettre en œuvre des politiques publiques qui soient super pour nos communes. D'accord, donc là, tu as surtout parlé entre guillemets de la forme, hein, même si elle sert du coup le fond. Est-ce que sur le fond, justement, tu amènes des choses, par exemple à travers la production de fiches, à travers aussi ton métier d'architecte, sur les questions d'habitat, d'urbanisme? Oui, alors évidemment,
mes compétences professionnelles, elles me sont utiles, même si les compétences, elles servent surtout à se rendre compte de tout ce qu'on ne sait pas et à aller se former sur d'autres sujets. Et ça a été une discussion intéressante. C'est en quelle mesure, parce qu'on habite en habitat participatif, on a envie de mettre l'habitat participatif dans les politiques publiques. Moi, je Mm. me suis rendu compte qu'en fait, pas trop. Que l'inscription de notre démarche dans la vision en fait des besoins d'une commune, d'une population entière, apportait plutôt une certaine humilité dans le fait que l'habitat participatif, c'est une réponse assez partielle. En fait, c'est pas une réponse qui permet de répondre, je sais pas, aux besoins de logement social pour toutes et tous, aux besoins de logement d'urgence, etc. Et du coup, pour moi, c'est quelque chose qui vient nourrir les politiques, en l'occurrence de l'habitat, par exemple. Et j'espère qui- que cela, enfin, je doute pas qu'en fait que ça va trouver une place, mais je vois plutôt ça comme une conséquence. En fait, il y a une espèce de dialogue entre la capacité à faire du vivre ensemble, à la porter dans les politiques publiques. Et en fait, une fois qu'on aura réussi à mettre en place de la solidarité, de l'accès au logement, plus de liens sociaux, plus de politique du logement qui soit solidaire et engageante, en fait, on va retomber sous des formes d'habitat partagé qu'on appelle de nos voeux, mais qui sont intéressantes, qui sont d'autant plus intéressantes en fait que les habitants voient ça comme quelque chose d'intéressant pour tout le monde et pas comme quelque chose d'un peu annexe sur un projet pour dire qu'on a un projet sur la commune. D'accord, ok. Merci beaucoup du coup pour ton témoignage. Je pense qu'on va continuer à avoir des questions suite notamment au témoignage des autres participants. On va passer du coup à Samantha. Donc Samantha, tu es à Agde dans l'Hérault. Oui, Comment est-ce que tu es arrivée, toi, dans le réseau des hameaux légers? un peu par accident, mais parce que je vivais en tiny house pendant 3 ans et c'est comme ça, en fait, quand je faisais des portes ouvertes dans ma maison, on me posait beaucoup, beaucoup de questions et je me suis dit, bon, il y a forcément un site internet ou un endroit où je vais pouvoir trouver plein de ressources sur les questions un peu plus poussées que la simple question d'habitation que j'ai trouvé à Montléger. Et j'ai trouvé que ça faisait complètement sens pour moi dans la démarche où j'avais envie d'être. Et c'est comme ça que j'ai rejoint l'association. Et puis, au fur et à mesure des années, je me suis impliquée jusqu'à aujourd'hui être ambassadrice de l'association. Alors, qu'est-ce que ça implique du coup? C'est un petit peu un relais, un peu comme un porte-parole finalement, puisque, comme disait Angéline au début, Hameau Léger est basé dans les Côtes-d'Armor en Bretagne. Et moi, je suis au Cap d'Agde, je suis à l'autre bout de la France, donc c'était aussi pour pouvoir avoir une certaine légitimité, avoir un statut au sein de l'association pour pouvoir porter des actions là où je me trouvais. Et voilà, en tant qu'ambassadrice, une fois qu'on a suivi le parcours d'inclusion, ça nous permet de faire des démarches auprès des municipalités, des élus pour faire des présentations de l'association, de pouvoir répondre à des demandes externes justement quand il y a des organismes qui se posent la question de l'habitat léger et de pouvoir justement venir sur place et répondre à ces questions. D'accord. Et donc, toi, quel est ton engagement citoyen? Est-ce que tu es impliquée justement dans cette échéance des municipales? Alors, je suis engagée, oui et non, parce qu'en parallèle de l'association, je fais partie du mouvement Colibri et on est à partisans. Donc, en fait, je travaille avec les collectivités et la municipalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais ce qu'on appelle des visites de candidats, c'est-à-dire qu'on va à la rencontre de tous les candidats sur la commune d'Agde pour recueillir un petit peu leur démarche en termes d'écologie aujourd'hui sur le territoire et avoir un petit peu le panel de ce qui se propose et de ce qui est réfléchi ou non actuellement. Sans forcément prendre de parti, mais au moins pour savoir en fonction du candidat qui sera élu, comment on pourra travailler à l'avenir avec eux. Donc, il n'y a pas un engagement citoyen dans le sens où je ne suis pas sur une liste, je ne suis pas sur un parti, mais par contre, je connais les candidats et je vais les voir pour prendre un peu la température. D'accord. Et comment, selon toi, les municipalités peuvent-elles soutenir ces initiatives, donc que ce soit des hameaux légers ou d'autres formes d'habitat alternatif? Alors, pour ce qui est d'aider, déjà, c'est d'accepter de nous rencontrer, de pouvoir ouvrir un dialogue, déjà, d'ouvrir la porte et de dire, même si c'est un sujet qui peut peut-être à la base les freiner ou leur faire un peu peur, de dire, OK, j'ouvre la porte, j'accepte un rendez-vous et je vais déjà voir un petit peu ce qu'il en retourne. Pour ce qui est de l'aide sur la création des hameaux légers, évidemment, pour les communes, c'est tout ce qui va concerner le foncier, c'est de pouvoir avoir
des terrains mis à disposition en fait pour que des collectifs d'habitants puissent s'implanter, puisque la question du foncier, c'est le problème numéro un en termes d'argent pour s'installer quelque part. Et dans le sud, ça monte en flèche d'année en année, donc c'est assez terrible. Mais en tout cas, si je parle d'un point de vue un peu plus personnel, en tout cas, moi, ce que j'amène, c'est pas forcément un projet de hameau léger sur la commune, c'est plus une vulgarisation et une mise en lumière un petit peu de l'habitat léger sur le territoire, parce que c'est pas du tout un sujet qui est traité. Et c'est de l'amener sous un angle un peu pédagogique avec beaucoup d'événementiels, en fait, pour un petit peu voilà, faire venir les gens qui ne seraient pas sensibilisés à tout ça. Et quand j'organise de l'événement, la commune est aidante parce qu'elle me met à disposition du matériel. Par exemple, quand j'organise un salon sur construire, habiter autrement, elle me donne toutes les tables, les chaises, les grilles, le matériel de son pour les micros, etc. Donc ça, c'est très aidant, par exemple, quand on veut organiser des choses sur une commune, d'avoir accès, ne serait-ce qu'à du matériel. Et quel retour tu as du coup sur le terrain quand tu présentes ces initiatives? Le retour plutôt côté mairie ou plutôt des gens, les deux? Bah, les deux, ouais. Ouais. Le côté des citoyens, c'est très très bien accueilli, je trouve. Et il n'y a vraiment pas de. Enfin, toutes les personnes qui ne connaissaient pas, en tout cas, sont venues avec vraiment un regard très curieux. Et puis ceux qui sont venus, qui étaient très convaincus, étaient très contents que ça se développe un peu ici. Pour ce qui est de la municipalité, alors au départ, ils restaient un peu en retrait de tout ça. En 2023, j'avais pas trop d'écho. En 2024, j'ai un élu ou deux qui ont commencé à venir. Et là, cette année, sur les salons qui sont organisés, voilà, j'ai quand même pas mal de gens de la mairie qui viennent voir. Donc, on sent quand même qu'il y a un intérêt qui se porte au fur et à mesure des années. Et ça, c'est plutôt bon signe. Ok, Tu super. peux. Bah, on n'hésitera pas à... Oui, Angéline. Ouais, il y a peut-être. Samantha, elle a fait venir un maire de Bretagne pour un événement qu'elle a organisé, donc elle est Ah oui, pleine de c'est motivation. et Jean-Louis. Voilà, Jean Winol, qui est le maire d'un des premiers projets de hameau léger, qui s'est déplacé pour venir en tant que voilà, porteur de parole côté élu. Donc, On ouais, peut dire bravo. qu'il a traversé la France, Jean-Louis, pour la cause. Super, merci beaucoup. Bah, on va poursuivre du coup notre tour de France avec Thomas Lefranc, donc, qui est à Dulin, en Savoie. Tu nous entends, Thomas? C'est ça, je vous entends. Je suis dans un parc. J'espère que ce sera pas trop bruyant. Et donc, toi aussi, c'est un thème qui est cher à ton cœur puisque tu habites dans une oasis. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc il s'appelle le Château Partagé, est-ce que tu peux nous expliquer donc quel est ton engagement citoyen et pourquoi tu es, j'ai envie de dire, à nouveau sur une liste pour les municipales qui arrivent? Pourquoi à nouveau? Bon, mon engagement citoyen. Bah, je me suis toujours intéressé, je pense, à l'activité, aux animations sur ma commune. Quand je me suis implanté à Dulin au Château Partagé, donc c'est en Savoie, petit village de 500 habitants. J'allais aux réunions publiques, je lisais les comptes rendus du conseil municipal. Donc j'ai toujours été attiré par savoir ce qui se passait au-delà de mon proche voisinage, voilà, l'échelle de ma commune. Donc au bout de 10 ans de vie sur place, le maire nous a proposé d'intégrer, donc j'ai été premier adjoint sur un mandat en 2014-2020 à ses côtés. Après j'ai fait une pause de 6 ans. Et là, le maire ne se présentant plus, voilà, il y a eu la question de se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on crée maintenant sans lui, qui était là depuis 30 ans. Et donc c'est pas que je me suis retrouvé sur une liste, voilà, j'ai créé une liste pour me dire, allez, on va créer nous-mêmes les conditions et les actions qu'on a envie de mener les 6 prochaines années. Et dans l'histoire, ce qui est intéressant, je vais développer un peu plus parce que au fur et à mesure, notre petit village, nous, c'est 11 élus. Donc, j'avais envie de déconstruire une idée reçue de Pierre Charles, je crois, le premier intervenant, hein, sur c'est pas le maire et les 3 adjoints qui font tout. En tout cas, nous, on va essayer de déconstruire ça. On va essayer que ce soit les 11 qui travaillent et même élargi, vu qu'on s'est retrouvé avec 2 listes à Dulin, dont on va dire une liste d'opposition, si on peut appeler ça comme ça, même si gauche-droite, on n'en parle pas du tout, mais une liste d'opposition. Et on a réussi à fusionner voilà, les 2 listes début janvier. Donc là, donc moi j'étais tête de liste, on va dire, de ma liste. Il y avait une tête de liste de la liste en face. Donc on a fusionné, les 2 listes sont ensemble. Donc il y a une mairesse et on est 5 de chaque liste dans la future liste. Et donc on a un programme commun et après le vivre ensemble, le faire ensemble. Voilà. Nous, on a de la confiance à retravailler à cet endroit-là.
Mais voilà ce que je peux dire sur cette première question, mon engagement citoyen. Pourquoi j'y retourne? Parce que j'adore ça, parce que j'ai très envie, j'ai plein de compétences à partager et j'aime bien coordonner, animer comme ce qu'on fait au château partagé, ouais. Alors justement, je te repose aussi la même question qu'à Pierre-Charles. Qu'est-ce que tu amènes de ton oasis? Hmm. Est-ce que tu amènes des choses de ton oasis dans le Que processus? j'en amène. Et j'ai envie d'en amener, mais je vais les amener à pas de souris, comme on dit, en marchant sur des œufs. En gros, je vais d'abord, comment dire, euh, on- l'autre liste a beaucoup d'idées reçues, je pense, sur la forme d'habitat groupé, la forme d'habitat participatif. Et donc, je ne veux pas amener avec mes idées toutes faites de donneur de leçons et de donneur de solutions. Donc, je veux d'abord me faire accepter et faire accepter le projet et l'intention, les valeurs. Et après, en effet, ça va être des outils que je pourrais amener. Mais une fois que, on va dire, ma liste, entre guillemets, on parle beaucoup entre guillemets, on arrête de dire ma liste et sa liste parce que voilà, on est fusionné, donc on est une seule liste. Mais j'amènerai mes outils plus tard. Et ça sera, je pense, des outils d'animation de réunion, que ça commence à l'heure, que ça finisse à l'heure, qu'on prenne que l'ordre du jour, qu'on ne divague pas. Euh, Parce que dans mon premier mandat, j'ai vu que les élus, en fait, n'étaient pas très bons en animation de réunion, alors que je pensais qu'ils pouvaient l'être. Comme ils ont quand même de l'expérience, ça fait plus de 200 ans quand même que les municipalités existent comme elles existent. Et ouais, je les trouve pas très efficaces dans leurs réunions. Donc, je rejoins pour le coup Pierre Charles là, sur l'animation de réunion, les outils. Mais par exemple, l'élection sans candidat, moi, c'est pas un outil que je vais apporter parce que même si on l'a un peu fait, mais je trouve qu'ils sont trop connotés pour l'instant, ces outils. Je sais pas si je suis très clair, mais je veux pas amener, j'aime pas parler de gauche et de droite, hein, mais je veux pas amener des outils de gauche parce qu'ils vont pas être pris juste parce qu'ils sont de gauche. Voilà. J'essaye d'amener des solutions à un problème auquel on va être confronté. Ok. Et On sur dépolitise un peu les outils, comme j'aimerais dépolitiser les habitats, en fait. Sur, moi, ils estiment que mon habitat, c'est un habitat de gauche. Ils ne le disent pas, hein, mais je le vois, je le sens. Et ben, leur montrer que non, on peut avoir peut-être. Vous avez compris. Hmm. Et donc vous, le château partagé, vous êtes installé sur cette commune depuis combien de temps? Et ben, 2009, on a fêté nos 16 ans ou 17 ans, là. En fait, nos 17 ans cette année. On a été très bien accueillis. Donc, mais je vois que même 17 ans après, il y a encore un enjeu de faire tomber des étiquettes, en fait. Hmm. Et donc comment, selon toi, est-ce que c'est leur rôle d'ailleurs, les municipalités peuvent-elles soutenir ce type d'initiative? Alors, moi, c'est leur rôle, en effet, d'accueillir toute initiative sur leur territoire, quelles qu'elles sont. Donc, un des rôles principaux, c'est de recevoir les gens, les écouter et les aider à trouver les solutions qu'ils ont envie d'avoir pour leur projet. Donc, c'est pour du logement, bien sûr, mais voilà, je parle aussi des activités économiques, je parle, je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre, du service, de l'artisanat, voilà, sur sa commune. Mais en tout cas, moi, mon vœu, c'est qu'on reçoive tout le monde. Et comme on connaît par cœur notre territoire, enfin, on le connaît quand même bien, moi, c'est un petit village, hein, je le redis, de 500 habitants. Donc, en 17 ans, j'ai eu le temps de le parcourir. Donc, c'est vrai qu'un nouvel habitant, un nouveau porteur de projet, ben, moi, je peux l'aiguiller. Et en tant qu'élu, c'est plus facile parce que souvent, on est la porte d'entrée, la première porte d'entrée quand quelqu'un vient s'installer. Donc, on peut l'aiguiller vers un terrain à bâtir, un terrain à rénover, une maison qui va bientôt se vendre. On sait les choses avant qu'elles arrivent. Donc, voilà, on peut les conseiller. Une autre piste, sinon plus engageante, bah, nous, on a un outil, c'est l'urbanisme, hein. Quand on est un élu municipal, on a la main sur qu'est-ce qui peut s'y construire, quelles activités ont le droit d'exister sur tel terrain. Donc ça, mais ça demande une anticipation. Un PLU, c'est une valeur de 10 ans. Donc, comment le mettre au PLU? Bah, tiens, là, j'aimerais des tiny house. Là, je veux interdire tel type de logement. Là, j'ai envie d'autoriser du camping. Là, j'ai le droit à 2 étages. Là, un seul étage. Là, je veux que la maison, elle soit proche de la voirie. Là, elle sera à 3 mètres. Voilà, tout ça, c'est les élus qui le décident municipaux. En tout cas, nous, on a encore la main sur notre PLU. Parce que sinon, pour certains, peut-être monter à l'interco, PLUI. Après, on peut aussi faire des leviers de financement. Là, je suis en train de négocier, par exemple, pour le château, partager une subvention leader à l'Europe. Et maintenant, le leader, ils exigent un deuxième cofinanceur public. Donc là, je suis en train de voir avec ma municipalité ou avec l'Interco, est-ce qu'elle ne pouvait pas me donner 2 000 euros en don, mais ça me ferait un effet de levier x5 pour aller chercher beaucoup plus. Donc ça, pareil,
c'est un levier possible. Donc, argumenter auprès des élus sur l'intérêt qu'on a d'exister, d'être là, d'organiser des animations, de participer à la vie du village et de montrer la plus-value, voilà, sur les services, l'école, je sais pas moi, les fêtes du comité des fêtes, l'activité, montrer qu'on participe et le fait de participer, enfin voilà, c'est pas que c'est un échange, c'est pas un donnant-donnant, mais on vit parmi eux, on vit avec eux et on amène une plus-value et il y a un retour des choses, quoi, naturel en fait. Une fois qu'on est accepté dans la famille, il n'y a plus de copinage ou de voilà, partie intégrante de l'écosystème. C'est le but. Et le but de mon mandat aussi, d'avoir fusionné avec des gens avec qui, a priori, pour l'instant, j'ai des accords et des visions différentes, c'est aussi de les intégrer dans l'écosystème et que eux m'intègrent dans l'écosystème et qu'on co-construise ensemble pendant 6 ans quelque chose de chouette pour Dulin et la communauté de communes du lac d'Aiguebelette. Voilà, Nora. Super, merci beaucoup. Donc, si vous avez des questions pour nos intervenants, n'hésitez pas à les mettre là dans le chat. Et on va passer tout de suite à justement nos recommandations, celles de nos 3 structures, pour passer à l'action, pour soutenir ce type d'initiative. Et on répondra à toutes vos questions à la fin. Du coup, je te repasse la main, Angéline. Ouais, ben on va se lancer, on va remettre les diapos. Merci Claire. Donc oui, l'objectif, hein, comme on vous le disait, c'est que cette fiche qu'on a créée, elle s'appuie sur des actions concrètes. Donc en tant que citoyen, en tant que nouvelle équipe municipale, qu'est-ce que je peux faire pour accompagner les nouveaux projets de nouvelles formes d'habiter, donc qui sont très diverses. On parle d'habitat participatif, on parle voilà, d'habitat léger, de propriété non spéculative, etc. Il y a différentes formes qui peuvent être engagées. Donc on va passer à la diapo suivante pour commencer à... Et c'est à toi, Nora, de prendre la parole. Oui, exactement. Et donc, comme le disait Thomas à la fin de son intervention, les communes ont un rôle à jouer, en tout cas, elles le peuvent. Et cela passe par tout d'abord le fait d'identifier du bâti et du foncier communal qui peuvent être mis au service de ce type de projet. On a des exemples du coup de communes où ça se fait. Et ça peut être également, ah, si tu peux revenir Claire sur la première slide. Je m'en occupe, désolée. Ça peut être également soutenir le choix de bailleurs également engagés lorsqu'il ne s'agit pas forcément de foncier qui appartient à la commune. Hop, c'est reparti. Est-ce que Donc, vous on a aujourd'hui voyez? également des exemples d'offices fonciers solidaires qui sont engagés dans ce type de démarche et avec qui on travaille main dans la main. Hmm. C'est pas le bon slide, hein? On va passer au deuxième. Ouais. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous, là? Oui, là c'est parfait. Super. Alors c'est pas en grand écran. Ouais, ça arrive. Là, c'est bon. Donc, alors il y a un autre rôle qui est clé hein, pour faire avancer des projets main dans la main avec les communes localement, c'est sensibiliser, c'est accompagner sur des thématiques et notamment des cadres réglementaires qui sont inhabituels pour certains agents et services instructeurs. On se retrouve confronté parfois, quand on veut lancer des projets d'habitat, à des services qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas les ressources pour vraiment instruire des projets qui sortent du cadre. Donc, il est possible de... Voilà, il y a des ressources, il y a des webinaires, des choses comme ça qui sont à disposition, qui peuvent aider à clarifier le cadre réglementaire dans lequel ce type de projet s'intègre. Sincère, pardon. Et ensuite, on peut aussi mobiliser donc d'autres personnes qui peuvent être ressources, que ce soit des assos locales, des citoyens, donc des élus, au-delà des agents de collectivités qui peuvent voilà, être aussi valeur de soutien pour ce type de projet, on en parlait. On va passer à la diapo qui suit.
Ensuite, il y a toute la partie financière. Alors, Thomas en parlait, c'était intéressant parce qu'il a mentionné LEADER. LEADER, c'est vraiment au volet européen. C'est une subvention voilà, qui peut être intéressante dans le cadre de projets de ce type. Ça a financé différents projets à ce jour. Donc, soutenir financièrement la démarche. Donc, on peut avoir, dans le cas, le premier cas qui est mentionné là, donc on peut avoir un projet qui se lance sur un terrain communal qui va lui être mis à disposition d'un groupe d'habitants et la commune peut se positionner pour cofinancer les espaces communs. Donc on est sur un projet d'habitat participatif, on a forcément des espaces qui sont mis en commun, qui sont mutualisés par le groupe d'habitants et on peut avoir la commune comme cofinanceur de ces espaces communs. Ça existe dans le cadre de nos projets. Et puis ensuite, la commune peut aussi mobiliser du temps, des ressources pour que le projet qui est souhaité obtienne des subventions. Donc on part auprès d'autres acteurs institutionnels, donc on a la communauté de communes, on en parlait, mais le département, la région, leader donc au niveau européen. Puis il y a d'autres aussi appels à projets qui sont à creuser sur les thématiques de l'habitat participatif en général. Il y a des appels à projets qui sont aussi parfois locaux, donc il ne faut pas hésiter à rechercher voilà, dans sa région qu'est-ce qui est autour de l'habitat participatif, de l'habiter autrement, etc. Donc ça, c'est aussi une autre entrée, le soutien financier. Et je vais laisser la parole à Claire pour les deux dernières. Oui. Alors, si j'arrive à passer les slides, j'ai un problème avec les différentes fonctions derrière. Hop là. Voilà. Alors, donc la quatrième action qu'on souhaitait vous présenter, c'est effectivement impliquer les habitants et les autres acteurs dans la démarche. Les différentes actions possibles, c'est effectivement les impliquer via une commission dédiée autour des nouveaux modes d'habiter du territoire, l'habitat autrement, etc., pour contribuer à la co-construction de solutions locales, donc avec tous les acteurs et les habitants engagés. Et également participer et organiser des ateliers ou événements de sensibilisation. Donc, il y a différentes formes qui sont proposées. Donc là, notamment, vous citez les visites d'habitat participatif, des ateliers pédagogiques ou de sensibilisation autour de l'éco-construction, du bien vivre ensemble. L'idée, c'est d'aller voir et de rencontrer pour s'informer directement sur le territoire et auprès des projets. Et donc la cinquième action, c'est passé vite cette fois, c'est pour le coup communiquer, évaluer et partager les bonnes pratiques. Pour cela, on propose notamment deux actions qui sont mesurées, communiquer sur les avancées des projets, les nouveaux foyers installés, le développement de l'attractivité locale, le fléchage pardon, de nouveaux projets associatifs ou commerciaux pour les foyers installés ou en installation, etc. Et enfin, partager les bonnes pratiques avec d'autres communes, donc vraiment la créer un réseau de communes engagées des retours de bonnes pratiques et des temps d'échange collectifs. Voilà pour les actions qu'on vous proposait. Je ne sais pas si Angéline, je te laisse le mot de la fin, on enchaîne ensuite sur les Ouais, bah, questions-réponses. juste pour remettre un petit peu au centre, donc l'idée de ce webinaire, c'était vraiment d'inspirer que ce soit des citoyens ou des équipes municipales pour œuvrer sur les territoires et essayer d'accompagner des nouveaux élans de projets alternatifs sur la thématique du logement. Donc c'est vraiment vous, en tant que citoyen, vous pouvez accompagner la commune localement et puis en tant qu'élu, futur élu, vous pouvez vous appuyer sur ce type d'action pour faire que des projets avancent, que ce soit des projets que vous portiez ou non. Donc voilà, l'objectif c'était un peu ça. On espère avoir répondu à cet objectif. Et oui, on peut passer au temps de questions-réponses. Donc, je te laisse Alors, mener j'arrête ce le temps. partage. Désolée pour les petits aléas avec le PowerPoint. Il y a eu pas mal de réactions au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous avez pu, intervenantes, regarder pendant ce temps-là. Mais du coup, effectivement, il y avait et des réactions et des questions. Alors, je suis en train de repasser toutes celles qui étaient. Donc, bon, les petites questions techniques, c'est qu'effectivement, côté PowerPoint, contenu, etc., on vous enverra tout avec le replay par mail dans les jours qui viennent.
Et alors, je vais reprendre. Alors, j'avais notamment peut-être des questions sur comment sensibiliser. J'avais noté une question de Francesco qui posait la question de comment mettre en place un système habitat léger ou participatif au sein des métropoles très déconnectées de la nature et complètement bétonisées, ou est-ce que ça existe en milieu exclusivement rural? Alors là, c'est une question un peu transverse, donc je me dis, je la mets au centre et je me dis peut-être que ce soit Coopérative Oasis, Hameau Léger ou Pierre Charles en tant qu'accompagnateur aussi dans tes multiples casquettes. Enfin voilà, est-ce que cette question, vous souhaitez y répondre, c'est-à-dire comment on sensibilise, en fait, comment on parle avec ces élus? Je Ouais. veux bien essayer de répondre, mais en répondant à une autre question. Celle de Ok. Dominique, là, sur la question qui dit comment faire sortir les élus de leur vision binaire, c'est-à-dire de prioriser le foncier pour le foncier communal sur du logement social ou de l'accession sociale. Bah, moi, j'aurais envie de répondre que j'ai pas envie de les faire sortir de ça. En fait, pour moi, la responsabilité des élus, c'est d'abord de faire du logement abordable. Et qu'en fait, dans la mesure où une commune, elle peut faire du logement social, bah, moi, j'ai très envie qu'elle le fasse. Après, la question suivante, c'est que ça me paraîtrait très chouette de leur proposer que le logement social puisse être de l'habitat participatif. Parce que le logement social, en fait, il peut parfaitement conjuguer ses ambitions de vivre ensemble, d'une qualité d'habitat avec des espaces communs, investis sur le territoire, etc. Donc ça me paraît vraiment pas contradictoire. Et par contre, ça me paraîtrait contre-productif de dire à des élus, faites pas de logement social, faites de l'habitat participatif. Parce que, enfin, moi, je ne serais pas satisfait du tout de ça. Et par contre, il y a une deuxième approche, c'est que le logement social, beaucoup d'élus voudraient bien faire du logement social, mais en sont incapables, notamment dans les territoires ruraux, parce que les bailleurs veulent pas venir, les outils sont faits pour se concentrer sur les territoires métropolitains, etc. Et en ça, les projets en autopromotion peuvent venir apporter des réponses très utiles aux élus qui n'ont pas d'outils pour faire de la politique publique du logement, parce que les collectifs d'habitants, qui sont des acteurs privés, mais qui ne sont pas des promoteurs privés dont l'objectif est de faire de l'argent, peuvent parfaitement contribuer à des problématiques qui sont d'intérêt collectif et vont d'autant plus le faire qu'ils sont soutenus par une collectivité qui, en contrepartie de son soutien, va pouvoir avoir un certain nombre j'allais dire d'exigences, mais pas d'exigences, mais plutôt de contreparties. C'est-à-dire quand, par exemple, il y avait un outil qui était mentionné, qui était de cofinancer les espaces communs. En fait, une commune, elle cofinance les espaces communs, c'est pas pour faire plaisir à un collectif d'habitants. C'est parce qu'en fait, elle va pouvoir demander au collectif d'habitants d'avoir une certaine ambition sur l'usage de ces espaces communs au service de l'animation du territoire. Donc, elle va pouvoir se doter d'une salle polyvalente, associative ou quelque chose comme ça, qui va être utile en fait pour le territoire, pour un coût qui va être bien inférieur à celui de produire un équipement municipal ou soutenir de l'activité ou différents objectifs. En fait, de considérer pour le coup des collectifs de citoyens comme des alliés des politiques publiques du logement. Merci. Il y avait une question là qui vient de tomber. Alors, je ne sais pas si c'était en réaction, mais sur la question des OFS, est-ce que, vu que tu avais la parole, Pierre-Charles, je me dis, est-ce que tu te sens d'enchaîner là-dessus? Ou sinon, il y a des questions un peu aussi sur la sensibilisation, comment parler avec ses élus. Donc, ça, je me disais peut-être qu'on pourra en discuter après avec Samantha ou avec Thomas. Euh, Pour moi, l'OFS, en fait, c'est pas une question en soi, c'est que bon, après, c'est peut-être mon point de vue, mais c'est que, en fait, toutes les formes d'habitat peuvent être de l'habitat participatif. L'habitat participatif, c'est pas, et d'ailleurs, on l'a illustré avec les projets de la coopérative, Oasis, de la Léger, etc. En fait, tout ça, ce qui est important, c'est les valeurs. Et la question de pouvoir avoir une articulation autour d'espaces communs, d'avoir un projet porté par un collectif d'habitants. Et la forme, j'aurais envie de dire, peu importe, il faut qu'elle puisse s'adapter aux différents outils du territoire. Donc, et justement, il ne faut pas opposer ces différentes formes les unes aux autres. Et en effet, au sein d'un projet qui est porté avec un OFS dans le cadre d'une politique publique, très bien, ça va permettre de produire du logement abordable. Et il n'y a pas de contre-indication, enfin c'est tout à fait possible dans le cadre d'un projet en OFS de réaliser un habitat participatif. Faisons-le, faites-le. Il y a peut-être des questions un peu techniques
qu'il faut approfondir avec les porteurs du projet. Et pour ça, éventuellement, s'il y a des obstacles techniques qui apparaissent, en fait, il faut aller chercher du soutien dans le réseau pour les surmonter, mais c'est tout à fait possible. Oui, alors c'est ça. Après, j'avais envie de rebondir sur une question qui était plus générale que j'ai vue dans le chat aussi, qui était comment trouver des collectivités prêtes à accueillir ce genre de projet. Donc, c'est aussi un peu la question de comment sensibiliser, savoir avec qui ou comment. Je me dis que bon, voilà, peut-être là, Samantha, je me dis que ce serait une chouette Oui, bah question ouais, pour toi. je veux bien me lancer. Même si, alors moi, je ne propose pas un projet concrètement d'habitat avec d'autres habitants, c'est plus là, je suis en train d'essayer de mettre en place plus un lieu qui servirait de vitrine pédagogique de l'habitat réversible, justement, sur la commune d'Agde. Euh, mais c'est dans cette dynamique-là, justement, c'était vraiment de comment amener l'habitat réversible auprès des mairies, auprès des élus, des collectivités. Mais en fait, on n'a jamais de support non plus pour leur en parler. C'est-à-dire que nous, on vient en tant que porte-parole, mais on n'a pas de support concret. Donc, en fait, moi, je trouve que ce qui est important avec les élus, quand on sait sur quel territoire on est, parce que moi, j'ai bien conscience que je suis sur un territoire très compliqué. Je suis vraiment sur une station balnéaire en plus. Et la cabanisation, pour le coup, c'est un des soucis qu'on a sur le territoire. Donc, on a déjà du mal. On est souvent assimilé habitat léger, cabanisation, et là, on a les deux. Donc c'est comment un peu leur enlever un petit peu dans l'imaginaire les peurs qu'ils ont et les blocages. Et moi, c'est pour ça que je fais beaucoup d'événementiels, en fait, parce que je trouve que c'est autour d'événements un peu joyeux, un peu festifs, en fait, qu'on peut venir aussi des fois semer des petites graines, alors sans faire des énormes festoches ou des trucs comme ça, mais d'organiser des conférences, des tables rondes et de faire venir des intervenants extérieurs et de prendre exemple et support sur des communes aux alentours qui, elles, ont déjà fait ce pas-là et de se faire se rencontrer, en fait, les élus et les municipalités entre elles et de dire, moi, j'ai déjà fait ça, ça fonctionne comme ça. Et c'est pour ça que, par exemple, j'avais invité Jean-Louis justement en 2023 de Saint-André-des-Eaux parce que je voulais qu'il puisse partager sa vision de l'écocentre qu'il a mis en place avec Amo Léger dans les Côtes d'Armor et de dire, regardez, ça se fait ailleurs, ça fonctionne et ça démystifie un petit peu tout le schmilblick. Donc, c'est sûr que sur des territoires urbains ou périurbains, c'est peut-être moins évident que sur des communes rurales. Après, c'est pas impossible, mais ça demande beaucoup, beaucoup de pédagogie et de patience parce que forcément, ils n'ont peut-être pas ce regard aussi ouvert que certaines campagnes. Et encore, quoique, je dirais à Montpellier, par exemple, qui est une grosse métropole, on a des exemples de grands bâtiments d'habitat participatif qui se sont montés. Donc, c'est bien aussi de s'appuyer sur ces exemples de grandes villes qui font aussi le pas de faire un pas dans l'habitat participatif. Donc voilà, c'est un petit peu le retour que je peux faire moi là-dessus aujourd'hui, de ne pas hésiter à les rencontrer, prendre appui sur ce qui est existant et puis de faire se mettre en lien les personnes. Merci Samantha, je vais prendre la parole pour faire quelques ajouts. On a aussi la commune, la ville de Strasbourg qui est plutôt engagée sur la thématique habitat léger. Voilà, en mode voilà, plutôt grand format. Il y a certaines villes qui sont engagées. Et sinon, moi, je voulais mentionner que voilà, les communes, c'est vraiment l'échelon local qui va vraiment nous aider à faire émerger des projets, mais elles sont entourées d'autres acteurs. Donc on a la communauté de communes et bien évidemment le département, la région, mais il y a d'autres acteurs aussi autour d'elles. On a notamment des CAUE qui sont des conseils d'architecture et d'urbanisme qui peuvent orienter aussi des temps de sensibilisation sur ces thématiques-là, de l'habiter autrement. Nous, on a répondu présent pour différents webinaires de sensibilisation auprès de différents CAUE. On a aussi les PNR, les parcs naturels régionaux, qui sont très engagés sur l'aménagement du territoire. Il y a la fédération des PNR qui agit au niveau national, mais on a des PNR, on a 58 PNR sur le territoire français. Donc si vous êtes sur un territoire de PNR, n'hésitez pas à toquer à leur porte, ils sont plutôt ouverts sur les thématiques de l'aménagement du territoire et de la transition écologique. Voilà, il y a ces deux acteurs et je crois que je voulais en mentionner un troisième et j'ai oublié. Il y en a un autre que je voulais te rajouter parce que je Oui. pensais au parc. Nous, dans l'histoire du château, le parc a été très structurant et aidant parce qu'à la fois ils connaissent les élus et ils connaissent le foncier privé et public. Et donc nous, il nous a vraiment aiguillés et dégrossi le terrain. Et donc nous, c'est le syndicat mixte qui peut être aussi aidant. Je ne sais pas si c'est ça que tu cherchais, ou les PTCE, les pôles
territoriaux, non, de coopération Les économique. PETR aussi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. C'est des intercos qui sont actifs sur c'est sur des bassins de Mm. vie. Et les PETR, ou qui sont appelés aussi parfois pays, les PETR, s'il y en a un sur Les votre pays, ouais. territoire, ils sont aussi ouverts sur ces thématiques et ils peuvent faire bouger les choses et organiser avec vous voilà, des temps de sensibilisation qui sont souvent intéressants comme premier levier de mise en contact avec des communes. Merci Thomas. Il y avait un commentaire aussi de Yolène sur la région Occitanie qui a un projet expérimental au niveau régional qui s'appelle Vioré et qui est en cours en ce moment autour de l'habiter autrement et sous ses différentes formes. Je regarde s'il y a une dernière question qui arrive. Alors c'est beaucoup de commentaires plutôt et d'échanges en réaction le chat s'auto-alimente et c'est super, c'est en autogestion. Euh, je pense peut-être, voilà, je sais pas si il y a vous avez des derniers mots à ajouter ou des commentaires à ajouter sur ce qui s'est dit jusqu'à maintenant. Parce qu'il n'y a pas de question vraiment qui sort de Ok. de la masse des commentaires aujourd'hui, enfin, à l'instant même, à part si je sais pas, si les personnes Moi, je me dans suis, le public veulent faire une dernière question. moi, je Et me suis perdu dans voilà. le listing des questions, donc Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de voilà, choses. il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je peux Ouais, passer le message que s'il y en a qui veulent me contacter en direct, ils peuvent faire un mail au château partagé ou trouver mon portable, je sais pas, moi, on peut s'appeler. Il y en a qui voulaient l'historique du château, voilà, n'hésitez oui, pas. En dehors de ce webinaire, on peut en parler. Je- ouais. C'est possible, pas de problème. On mettra aussi les liens, les différentes ressources, etc. dans le mail ensuite et le lien vers le château partagé. Alors, peut-être il y a une dernière question qui vient de tomber, donc je me dis, allez, on la prend et, et on pourra ensuite fermer ce webinaire. C'était une question sur la vacance. Alors, ça va très vite. J'ai pas le temps de. Ah oui, sur la vacance immobilière. Moi, je peux prendre. Ouais, oui, voilà, Alors super, j'ai parce que vu, ça ouais, pique. ça parlait de vacances Ouais, immobilières, j'ai pas été plus loin dans le texte. oui. Euh, non, ce Je qui est l'ai. Est-ce que la intéressant vacance aussi. immobilière peut faire effet levier pour embarquer les collectivités dans la création d'un habitat partagé participatif? Est-ce que ça s'est déjà fait? C'est un sujet qui est intéressant Bah vu oui, du contexte. en fait, moi, j'irais même plus loin que. En fait, les communes, et ça, c'est vraiment un élément clé, je trouve, elles ont besoin d'avoir la visibilité sur ce qui est disponible sur leur territoire. Que ce soit en termes de bâti, le statut des bâtis qui sont présents voilà, sur leur commune, mais aussi de foncier. Et donc, en tant qu'équipe municipale, il y a vraiment un levier à avoir une stratégie foncière, une stratégie sur le bâti et d'envisager, en ayant glané plusieurs informations, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces fonciers, ces bâtis disponibles. Et ça, cette visibilité, parfois, elle peut pêcher, mais il faut inviter la commune à aller chercher, à aller creuser ces éléments pour qu'ils aient vraiment toute visibilité, pour ensuite avancer et dans une optique voilà, plutôt de long terme. Voilà. En tout cas, nous, à Moléger, on se positionne sur ça, sur le fait d'avoir une entrée de stratégie foncière pour aller plus loin sur les projets. Je vais laisser la parole à Pierre. Mais je viens apporter un petit complément pour partager cette information du nouvel outil qu'on a depuis quelques mois, qui est le dispositif de financement de l'ANA, qui vient apporter de la subvention dans le cadre des politiques de l'ANA à l'habitat privé. Et je veux le partager parce que c'est un outil qui est nouveau et qui est du coup pas encore complètement connu. Il s'agit d'un financement qui est dirigé au projet d'habitat participatif porté par des acteurs privés, donc des collectifs d'habitants, et qui vient justement répondre à des cas de fonciers qui peuvent être vacants, dégradés, en changement d'usage, notamment. Et donc c'est un outil pour les acteurs privés et les collectivités pour intervenir sur des bâtis dégradés, tels qu'il en existe énormément, anciennes fermes, anciens immeubles, anciens presbytères, anciennes écoles, anciennes
etc., etc., etc. En fait, on manque pas dans le monde rural et pas que d'ailleurs de grands bâtis dont on sait pas trop quoi faire. Et souvent, les acteurs publics sont limités à quand on a un truc en fait dont personne ne sait quoi faire. La seule solution, c'est d'aller demander à un bailleur social de bien vouloir s'en occuper. Et il faut le faire à coup de très grosses subventions, de négociations. Tu me fais ça contre autre chose, etc. Donc c'est assez compliqué en fait. Et là, on a un nouvel outil dont peuvent se servir à la fois les collectifs et aussi les collectivités pour essayer de mobiliser en fait une force que peuvent avoir les habitats participatifs parce qu'ils font preuve de créativité, parce qu'ils ont envie de s'investir sur un territoire, etc. Et du coup, voilà, faut partager cette information parce que c'est un nouvel outil qui est encore assez peu connu et qui est à disposition des politiques publiques de l'habitat local. Et enfin, il y avait une petite question qui est vraiment une information pratique que j'ai retrouvée là dans la liste de toutes les questions. Alors, c'est vrai que c'était pas hyper facile. Là, il y avait beaucoup de réactions, donc pour extraire les questions, les poser. Voilà, donc désolé pour ce petit aléa technique. Mais il y avait une question qui était de l'ordre de est-ce qu'il existe une liste ou un site qui répertorie les communes ouvertes et intéressées pour l'habitat participatif? Et c'est une question que je pose à tout le monde là autour aux intervenants et je ne crois pas, mais c'est une très bonne piste de réflexion en revanche. Ouais. Bah, nous, chez Amo Léger, dans notre carto, on a une nouvelle carto en ligne depuis octobre, qui n'est pas aussi fournie que l'ancienne carto, mais il y a cette entrée-là, les communes qui sont intéressées pour lancer ce type de projet. Et d'ailleurs, on invite tout le monde à intégrer des communes parce que pour nous, en fait, il y a deux entrées. C'est que la commune, elle peut avoir l'envie de faire un projet, d'être moteur pour soutenir un projet d'habitat alternatif. Mais il peut y avoir aussi le fait que bah, il y a plusieurs personnes qui viennent toquer à sa porte et dire bah voilà, nous on a envie de ce type de projet sur la commune. Et quand ils se rendent compte que bah, il y a de la demande, bah, ils vont aussi avoir l'envie d'y répondre. Donc voilà, l'outil cartographie est intéressant pour ça. On pourra le partager aussi par email. Mais on Ouais. pourrait envisager en effet avoir quelque chose de commun à nos trois structures pour avoir plus de poids dans l'action auprès des collectivités complètement. On monte On aussi. s'ajoute ça dans dans notre liste de thématiques à travailler ensemble. Il y avait encore d'autres questions qui n'ont pas été posées, notamment celle d'Hervé. Avez-vous une idée de ce que ça changerait, de ce que changerait l'arrivée au pouvoir du RN pour les formes d'habiter autrement? Est-ce que les habitats actuellement constitués sont suffisamment forts pour résister? Il me semble que c'est important d'en discuter maintenant, car on peut aussi considérer qu'une partie des enjeux des élections municipales est de préparer les actions nationales. Les élections nationales. Ah, il nous a séché, Hervé. Oh la vache. Du Bah, coup, je continue. je sais pas, moi je veux bien essayer de m'y coller, mais je vais pas vraiment répondre. En fait, cette question des partis politiques et du RN, c'est moi qui l'ai ouverte en disant qu'on apportait une réflexion et j'ai mis des réponses dans le chat sur le fait d'argumenter, en fait, de pas se positionner comme de gauche ou de droite. Moi, je pense pas que ce soit. Je pense que justement, en fait, de se positionner comme une liste citoyenne et l'échelle du territoire. Elle permet de recréer du lien, en fait, de parler à tout le monde, que les gens qui sont pro-vélo, ils parlent aux chasseurs. Et parce qu'en fait, on est enfin voilà, on est sur notre commune, en fait, on peut se parler tous ensemble. Et, en fait, et si justement on se décroche de ces choses-là, on recrée du lien. Alors, pour moi, c'est important, en fait, de parler avec quelqu'un, de pouvoir parler avec quelqu'un avec qui je m'identifie pas du tout politiquement. Et en même temps, j'aurais pas la prétention de dire que parce que je lui parle, je résiste à la montée du fait. Enfin, je sais pas. Enfin, je sais pas quoi. En tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est de faire le travail qui nous paraît important à notre échelle. Et puis après, j'ai pas envie de prendre des positions publiquement, en fait, qui contribuent à cliver les choses encore plus. En tout cas, ce débat, je préfère l'avoir dans des espaces plus privés, en fait, dans lesquels
on peut chacun et chacune avoir des positions plus ou moins radicales, engagées, etc. Mais je trouve que c'est important en fait que les positions qu'on porte collectivement, ce soient des positions qui ouvrent le dialogue, qui ouvrent la coopération et qui rendent nos projets en fait intéressants auprès des acteurs publics, quels qu'ils soient. Eh bien, on va peut-être s'arrêter là. Voilà, il y a peut-être des questions qu'on a loupées, mais auxquelles voilà, on s'accordera à répondre par email avec plaisir. Voilà, si ça vous va, on s'arrête là. On s'était dit qu'on allait déborder sur 15 minutes de plus. On est à 10 minutes. Je me dis qu'on a tous et toutes pas mal de choses à faire aussi dans la journée. Nora, Claire, on se met d'accord pour s'arrêter là? Ça vous va? Oui. Ok. Bah, super. Merci vraiment à nos 3 intervenants pour leur présence, leur partage. On aurait eu envie de parler un peu plus longuement, mais déjà l'objectif, c'est d'inspirer et de partager des ressources, de transmettre voilà, des bonnes expériences pour qu'on agisse tous et toutes localement. Donc, on espère que ça vous aidera. Comme on l'a bien dit à plusieurs reprises, on aura un email de suivi qui sera envoyé la semaine prochaine, en début de semaine, au milieu de semaine, à voir en fonction des dispos. Mais voilà, on aura pas mal de ressources à vous partager en fonction des questions qu'on reprendra aussi et des mentions qui ont été faites. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée. Merci encore aux intervenants et merci à Nora et Claire pour la co-organisation de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Ouais, merci. Merci, à bientôt. Salut. À bientôt.